Qu'est-ce que la finance durable? Capsule de formation et sensibilisation pour l'autorité marocaine du marché des capitaux. Donc, je suis le professeur Issou Soumari, professeur à l'Université Laval au Canada. Définition de la finance durable. La finance durable fait référence à la réallocation des ressources financières vers des projets compatibles avec les objectifs du développement durable. Donc, il s'agit d'une finance qui se veut éthique et responsable en intégrant dans sa pratique des critères extra-financiers comme l'environnement, le social et la gouvernance, qu'on appelle les critères ESG. Donc, on parle par exemple des investissements socialement responsables ou encore des investissements d'impact. Dans les critères ESG, donc il s'agit de critères extra-financiers qui définissent sur l'environnement, le E, le social pour le S et la gouvernance pour le G. Les critères ESG se rajoutent aux critères purement financiers tels que le rendement et le risque, et ils sont établis pour avoir un impact plus durable sur la société sur le long terme. Donc, il y a trois approches pour définir les critères ESG. D'abord, on peut utiliser l'approche d'exclusion, donc qui consiste par exemple à dire je n'investis pas dans les entreprises par exemple pétrolières, ça peut être une décision faite d'un investisseur, ou on peut utiliser l'approche proactive du meilleur élève qui consiste à dire bon par exemple j'investis dans les entreprises par exemple de production d'énergie renouvelable, donc ça fait allusion au E, l'environnement, qui privilégient la parité homme-femme, donc l'aspect social, et qui font des dons pour la sauvegarde des forêts, donc l'aspect gouvernance par exemple ici. Ou encore, on peut utiliser aussi l'approche thématique qui consiste à dire par exemple que j'investis dans une entreprise qui protège la forêt. Donc, quelles sont les différentes composantes de la finance durable? Dans les composantes de la finance durable, il y en a plusieurs. On parle souvent de finance éthique, la finance verte dans laquelle on retrouve les obligations vertes ou même encore les obligations climatiques, la finance sociale, il y a la finance islamique, le sociofinancement et les obligations de la diaspora. Donc, c'est pour la finance verte. La finance verte, elle désigne l'ensemble des produits financiers qui sont destinés à soutenir des objectifs écologiques, en particulier la transition énergétique ainsi que la réglementation financière, destinée à encourager l'investissement du secteur financier dans les produits verts ou encore à décourager l'investissement dans les industries polluantes. Donc, par exemple, on peut penser aux obligations vertes pour financer la transition énergétique ou encore le marché du carbone qui peut être vu aussi comme un mécanisme de la finance verte aussi. Quant à la finance sociale, c'est un outil qui vise à mobiliser le capital privé pour le bien public. Donc, elle donne l'occasion aux investisseurs de financer des projets qui profitent à toute la société et aux organismes communautaires d'avoir accès à de nouvelles sources de financement. Parmi les exemples, récemment avec le Covid, actuellement, on a eu les émissions des Covid bonds par plusieurs gouvernements et aussi par des institutions comme par exemple la Banque africaine de développement très récemment. La finance islamique aussi, on la classe aussi parmi aussi les instruments de financement durable aussi. Donc la finance islamique est l'ensemble des pratiques financières basées sur les principes de la loi islamique. Donc elle cherche à transmettre une vision de justice, d'équité et de transparence. Donc, elle est notamment fondée sur l'interdiction de la pratique de l'intérêt et la responsabilité sociale de l'investissement à travers le partage équitable des risques et des profits. Quant à la finance participative, qui est une autre composante de la finance durable, donc le financement participatif, qu'on appelle souvent le crowdfunding ou encore le sociofinancement en français, c'est une expression qui décrit tous les outils et les méthodes de transactions financières qui font appel à un grand nombre de personnes afin de financer un projet donné. Donc, ce mode de financement se fait sans l'aide des acteurs traditionnels du financement. Donc, c'est pour cela qu'on parle souvent de désintermédiation. Et là, ces dernières années, l'émergence des plateformes de financement participatif a été permise grâce à Internet et aux réseaux sociaux, ce qui a permis de compléter ou de remplacer même en fait la traditionnelle souscription au niveau de la finance. Et aussi, la dernière catégorie, ce sont les obligations de la diaspora, qui est un moyen de mieux canaliser et de profiter de l'épargne de la diaspora. C'est qui pourrait être en fait là, passé par la création de nouveaux instruments financiers qui peuvent être destinés à la diaspora, tels que par exemple les obligations de la diaspora. Donc, les transferts de fonds de la diaspora qui travaillent à l'étranger vers les proches sont très significatifs dans la plupart des pays quand on regarde les chiffres. Donc, maintenant, le grand défi pour plusieurs pays, c'est comment canaliser efficacement ces transferts de fonds, ces fonds-là. Surtout des pays, par exemple, comme le Maroc, qui ont une forte partie de leur population qui vivent à l'étranger, mais c'est
gens qui vivent à l'étranger font des transferts de fonds, comment canaliser ces fonds-là, mais une partie, les obligations de la diaspora peuvent permettre aussi de canaliser les transferts des fonds de la diaspora vers leur pays aussi. Donc, quelles sont les caractéristiques des obligations vertes? Donc, les obligations vertes dans les composantes de la finance durable, j'ai parlé de la finance verte et j'ai parlé entre autres des obligations vertes qui font partie de cette catégorie. Donc, quelles sont les caractéristiques des obligations vertes? Donc, une obligation verte, c'est une obligation spécialement conçue pour être utilisée dans des projets climatiques et environnementaux. Donc, elles sont également appelées souvent obligations climatiques. Donc, les obligations vertes financent des projets axés sur l'efficacité énergétique, la prévention de la pollution, l'agriculture durable, la pêche et la foresterie, la protection des écosystèmes aquatiques et terrestres, les transports propres, la gestion durable de l'eau et la culture des technologies respectueuses de l'environnement. Donc, ce tableau, ce graphique-là, je l'ai emprunté en fait là d'un rapport qui a été produit par Moody's et Climate Bonds Initiative. C'est un document qui a été produit l'année dernière qui montrait un peu l'évolution en fait là des émissions des obligations vertes à travers le monde. Et le chiffre de 2019 était comme une estimation. Donc clairement, on voit qu'au cours de 2013 à 2019, on a une montée fulgurante en fait là du volume des émissions d'obligations vertes. Donc, ça veut dire que c'est un marché qui est très, très, très prometteur sur le marché. Et ici aussi, ici, ça montre plutôt la composition même des émetteurs en fait, de ces obligations vertes. Donc, le graphe à gauche montre la composition de ces émetteurs. On voit qu'il y a plusieurs types d'émetteurs. On peut avoir des agences gouvernementales comme les gouvernements eux-mêmes, des institutions financières, des municipalités, des pays, en fait des États en tant que tels, ou des entreprises privées. Donc, il y a vraiment toute une multitude en fait là d'émetteurs qu'on retrouve en fait là dans les émissions depuis 2010 jusqu'en 2000 avec la dernière composition en 2017. À droite, la figure de droite montre plutôt la composition en termes de devises. Et on voit clairement que sur le marché, c'est le dollar américain qui domine, mais quand même les autres devises aussi quand même ont des parts de marché quand même non négligeables sur ce marché des obligations vertes. Et les grands pays émetteurs des obligations vertes sont bien évidemment les États-Unis d'Amérique, la Chine, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, l'Espagne, le Canada et l'Australie dans certaines mesures aussi, et l'Inde et même le Brésil aussi. Et le marché des obligations vertes est fortement dominé, comme je l'ai dit, par les États-Unis, la Chine et la France, qui ont émis chacun plus de 30 milliards de dollars d'obligations vertes aussi, au moment où cette figure était générée ici. Donc, ces obligations vertes, il y a un certain nombre de principes qui les régissent. Donc, on les appelle les principes des obligations vertes, qui sont en anglais les Green Bond Principles. Il s'agit en fait de 4 grands principes. Le premier principe fait allusion à l'utilisation des fonds. Le second principe fait allusion au processus même de sélection et d'évaluation des projets. Le troisième principe fait allusion à la gestion de ces fonds. Et le quatrième principe fait allusion au rapport, donc le reporting en fait là qui est fait sur ces différents le portefeuille. Donc, il faut retenir que les obligations vertes ne peuvent pas être considérées comme fongibles avec des obligations qui ne respectent pas totalement ces 4 principes clés des Green Bond Principles, des JPB. Donc, la dernière partie de mon intervention porte sur la notation extra-financière, en fait, là, de ces instruments de financement durable. D'abord, les enjeux de la notation extra-financière. Donc, la notation extra-financière, elle émane pour l'essentiel d'acteurs qui sont spécialisés, que sont les agences de notation extra-financière. Donc, ce n'est pas les agences traditionnelles de notation financière qu'on connaît. Donc, il s'agit pour l'essentiel d'évaluer les pratiques ESG des entreprises et d'établir ensuite un rating à partir de grilles de critères adaptés à chaque secteur. À la différence de la notation financière, elles sont rémunérées. Par contre, les agences qui le font sont rémunérées par les investisseurs pour établir ces notes et non par les entreprises émettrices ici. Donc, ça fait une différence ici par rapport à la pratique au niveau de la notation financière. Et dans le secteur, voilà quelques agences de notation extra-financière connues. Dans le secteur comprend une trentaine de structures exclusives, dont les plus importantes se trouvent en Europe, parmi lesquelles, en fait, là, vous avez les logos, quelques-unes qui sont là, StandardX, Triodos Bank, Vigioris, Risco, Oecom, par exemple, Etifinance, Arcet, Notation, label Novetic, label ISR, par exemple. Donc ça, ce n'est que quelques-uns qui sont les plus connus quand même dans le domaine.
Donc, je vous remercie de votre attention.